Coloscopie. Enora Malagré. Laurent Baffy. Enora, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci les amis. Alors, tu es né un 20 juillet comme Inès Reg, Olivier de Kersauzon, Yves Mourouzi et Affida Turner. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens la plus proche? Yves Mourouzi. Pourquoi? Oh, pour l'insolence, je crois, pour l'irrévérence parfois, et puis parce que j'ai un peu le boulard, j'espère un peu pour le talent. Et Affida Turner, non? Un peu aussi peut-être. La dentition, le chant, le brin de voix. Et puis la discrétion, peut-être. Je sais pas. Donc, tu es né le 20 juillet 1986 à Susley. 80, mais je te remercie beaucoup de m'avoir rajeuni. 80, à Susley. À Morlaix. Il y aura pas mal d'erreurs. Ok, d'accord. Non, C'est nul. Il y aura pas mal d'erreurs. Je le connais. Oh la vanne. Enfin, tu quittes la Bretagne pour venir vivre à Trappes, la ville de Jamel de Omar. Tu les as croisés, non, pas du tout? Non, pas du tout. Non. Quelle sorte d'enfant étais-tu? Oh là, turbulente, pénible, bruyante. Déjà? Ouais, déjà. Mais gentille, hein, gentille. Pas un mauvais fond, la gosse. Des frères, des sœurs? Non. Ma mère avait la même maladie que moi, l'endométriose, donc je suis un peu le bébé miracle. Elle a galéré pour avoir des enfants. Donc du coup, c'était déjà pas mal, et vu le carafon de la petite, heureusement que j'ai été seule. Tu étais scolarisée dans des établissements catholiques. T'es croyante? Agnostique, je dirais. Et à l'époque, ça t'a pas gavé, les prières, tout ça? Si, c'est horrible. Si, ah bon? En plus, j'ai une anecdote un peu humiliante. Moi, je ne suis pas baptisée. Et ils faisaient tous la première communion, où t'es en aube, en blanc. Et moi, du coup, j'étais petite, je voulais être comme eux. Donc, j'avais dit, j'aimerais bien venir avec vous à l'église. Je m'habillerai en blanc. Elle a dit, non. Donc, j'étais la seule habillée en bleu marine ce jour-là, avec mes copains que j'ai accompagnés à l'église, mais en spectatrice, toute seule. On m'avait obligée à porter c'est bête comme un nec, mais ça m'avait un peu trauma. Je m'étais sentie très, très rejetée. Voilà. De cette église, de cette religion et de cette bande. Tu veux une anecdote aussi? Vas-y, tu t'en fous. Un jour, j'ai ma copain, il fait sa communion. Oui. Et moi, je connaissais pas tout ça. Et ils font la queue pour prendre l'hostie, tu vois. Et moi, je dis, allez, je veux goûter. J'étais curieux, tu vois. Et ça arrive à mon tour. Et il me tend l'hostie, il me dit, ceci est le corps du Christ. Je le regarde. Je réponds pas, je sais pas quoi répondre. Il me regarde méchamment, il fait, ceci est le corps du Christ. Et moi, j'ai toujours pas la réponse. Il me le dit, mais une dernière fois, mais très méchant. Et je sens une injonction, je sens qu'il faut répondre un truc. Il me dit, ceci est le corps du Christ. Moi, le roi de la répartie, je lui dis, peut-être bien. C'est tout. C'est tout ce qui m'est sorti. C'est déjà pas mal. Et t'as goûté, du coup? Ouais, et alors, il est comment déçu. le corps du Christ? Il y a un peu fadasse, non? Fade. C'est fadasse, hein. C'est du pain azime. On va se faire des amis. À ta majorité, tu abandonnes tes études de droit pour t'inscrire au cours Simon. Tu voulais être comédienne déjà? Ouais. Depuis longtemps. T'as connu des gens là-bas? Il y avait une classe à cette époque? Au cours Simon? Ouais, des gens qui ont fait carrière, non? Oui, je pense à Ambroise Michel, par exemple. Non, des gens connus, je te dis. Enfoiré. Oui, Delphine Depardieu, qui vient d'avoir un Molière. Ouais. Il y a personne. J'en étais sûre qu'elle allait me dire ça. Mais oui. Je connais, donc voilà. Tu fais tes premières armes à la radio, sur Radio Nova. Tu y resteras 6 ans. Comment t'es rentrée à Radio Nova? J'étais en soirée, un peu avinée, boulevard de Magenta à Paris, j'étais toute jeune, et j'ai rencontré Fadia Dimergi, qui est la cofondatrice de Radio Nova, et qui m'a dit que j'avais une voix de radio. Je me suis dit qu'elle était bourrée. Et elle m'a convoqué dès le lundi pour faire des voix de pub d'abord. Je suis rentrée comme ça. Et j'ai fait à peu près tous les postes. Toi non, j'ai été chroniqueuse dans beaucoup d'émissions. Des musicales surtout? Des musicales. Après, et j'étais chroniqueuse théâtre. Après, j'ai beaucoup. Je te chroniquais le théâtre public puisque j'en faisais déjà à l'époque et tout. Et j'ai un peu tout appris là-bas. Tu sais, ils te mettent un peu. J'ai fait la nuit, j'ai fait le matin, j'ai fait à peu près tous les créneaux. J'ai appris beaucoup. J'ai rencontré surtout Jean-François Bizot, qui est un peu mon maître à penser et qui m'a donné un petit cerveau. Parce que je suis arrivée, j'étais un peu inculte. Et j'ai appris plein de choses là-bas. Bon, après, tu as traîné un peu partout. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu as fait une émission musicale sur Arte. On n'imagine pas ce cursus sur Arte. Mais Arte Hanouna, c'est le grand écart, non? Tu m'étonnes. Faut bouffer. Écoute, oui, j'ai commencé. T'as fait Coé? Ouais, très peu de temps. Je savais pas trop qui c'était, moi. Donc, j'y suis allée un peu sans trop savoir. J'ai démissionné très vite. Je suis partie. Pourquoi?
Bah parce que ça me convenait pas du tout. Qu'est-ce qui n'allait pas? Oh, plein de choses, j'ai déjà raconté, mais c'était pas tellement mon type de radio. Puis il y a une séquence aussi qu'on m'a un peu, entre guillemets, un peu forcé à faire. Après, t'es jamais vraiment forcé, mais qui me déplaisait. C'était quoi? Tu sais, c'était un truc qui s'appelait Enora teste ton mec. Donc en fait, j'appelais des mecs. Enfin, il y a des jeunes filles qui nous appelaient au standard pour dire est-ce que tu peux tester la fidélité de mon mec. Donc moi, je me faisais passer un peu pour une chaudasse pour briser le couple. Et en fait, ça me mettait très mal à l'aise de faire cette séquence. J'arrêtais pas de lui dire mais je peux pas arrêter. Je passe pour une traînée, c'est pas cool. Et en fait, j'ai su que, mais après, bien après, qu'en fait, c'était des faux auditeurs. Donc il m'a laissé quand même être hyper malheureuse, faire une séquence que j'assumais pas, qui était vraiment pas du tout honorable. En plus, à l'époque, je faisais vraiment n'importe quoi. Je me caricaturais, j'étais vraiment conne. Et bon, j'en ai un peu voulu, quoi, de pas m'avoir dit la vérité, de m'être laissé vraiment m'enferrer un peu là-dedans, parce que j'étais vraiment pas heureuse. Donc je me suis cassée. Et comment t'arrives chez Hanouna? Bah, j'arrive chez Hanouna parce qu'on se connaissait un peu de soirée. Il y a très longtemps, je parle de ça, il y a 20 ans. On s'était croisés, on s'entendait bien. Et puis, il avait besoin d'un profil qui aimait pas tellement la télé. Et qu'on on se croisait en soirée, moi, j'arrêtais pas de lui dire, mais moi j'étais très radio. J'aimais pas trop la télé. Il m'a dit, moi, j'aimerais bien quelqu'un qui fasse un peu le personnage, justement, qui déglingue un peu les programmes, un peu, tu sais, l'intello gaucho féministe. Il me dit, t'as l'air d'avoir une grande gueule et tout. Je dis, vas-y, banco. Je me suis dit, mais c'est super, on travaille pas beaucoup, on se fait plein de sous, c'est bien ça. J'aime bien, moi. Et puis voilà. Et ça a commencé comme ça. T'étais grande gueule déjà, ou c'est lui qui t'a incité à jouer le rôle de la grande gueule? Non, c'est un peu lui. C'est du spectacle. Donc moi, je le suis pas autant dans la vie, sinon j'aurais pas d'amis. Hein. Mais oui, c'était un deal, mais comme tous mes autres camarades, il y avait Jean-Michel qui était un peu le tonton libidineux, il y avait Thierry Moreau qui était un peu le premier de la classe, Monsieur Chiffre, mais comme dans n'importe quelle émission de divertissement, chacun campe un peu un rôle. Et le fait d'en faire des caisses, tu t'es fait pas mal détester aussi. Ouais, beaucoup. Et toi, tu vivais mal ce décalage entre l'image que tu donnais et ce que tu étais vraiment? C'est pas facile quand même. Il y avait déjà les réseaux à l'époque? Oui, c'était le tout début, hein. Donc, et tu te prenais déjà des sauts de merde? Pas trop au début. C'est venu au fur et à mesure, probablement avec le personnage que j'ai rendu de plus en plus caricatural. Et on me demandait de taper toujours sur les mêmes gens au bout d'un moment. Ah, on te demandait? Oh, oui. C'est genre, oui. Tu sais très bien. Mais genre, oui. Et donc. Il fallait taper sur qui? Un peu tout le monde, hein, tu sais, un peu tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que tous les autres animateurs, grosso, puisqu'il y a que lui qui est, c'est normal, c'est son émission, c'est le premier talk show de France, donc l'idée c'était quand même de dire grosso que les autres c'était pas terrible, si tu veux. Et puis après, il y avait aussi des émissions que je trouvais extrêmement merdiques, donc ça me dérangeait absolument pas de dire que c'était pas top. Mais il y a des gens, j'ai pas d'exemple à te donner particulièrement, mais je sais qu'il y avait des gens, j'étais là, mais non, je le pense pas vraiment, moi. Bon ok, j'y vais. C'était mon rôle, tu vois. Et si je le faisais pas, j'étais pas virée, mais je me prenais un petit coup de semonce. Et puis j'étais pas très courageuse. Il y avait aussi une partie de moi qui aimait sûrement bien ça. Je débutais un peu. T'es restée amie avec Cyril? Oui, amie. Oui, on s'appelle, on se donne des nouvelles. Il est toujours très bienveillant à mon endroit. Et moi, c'est quelqu'un à qui je dois énormément, tu vois. Après, quand déjà, ta notoriété. Ma notoriété, clairement. Et puis quand je suis partie, je lui dis pourquoi je partais, que j'étais plus en accord avec l'émission, le tournant que ça prenait, que j'étais malheureuse, que je me caricaturais, qu'il était pas cool avec moi, il le sait. Il s'en est excusé entre-temps dans le privé, mais et il est hyper bienveillant avec moi, il suit ce que je fais. Là, il m'a envoyé un message il y a pas longtemps pour dire qu'il était hyper fier et tout. Donc c'est juste qu'on est devenus un peu différents et qu'on a plein de trucs aussi qui nous opposent, mais un peu comme dans la vie, t'es pas toujours d'accord avec tes potes, quoi. Donc si c'était à refaire, pour toi, c'était une bonne expérience? Oh bien sûr, je regrette pas tout. Faut pas exagérer. En 2015, tu fais ton émission, Elena le soir, qui est un échec. En 2010. Mais c'est pas un échec. En fait, tu regardes les audiences et tout. En fait, c'est pas un échec. Qui a été une catastrophe. D'accord. Alors, je préfère ce mot. Une catastrophe. Un accident industriel. Ouais. 2017, ton émission Derrière le poste ne marche pas non plus. Si, alors, c'est dingue. Hein. Comment tu vis cette descente aux enfers? Évidemment. Écoute, la bouteille m'a accompagné beaucoup. 2018, tu reviens à tes premières amours, la comédie. Tu remontes sur les planches pour jouer dans Les Enfumés au théâtre d'Onou. Non, alors ça, c'est une erreur.
Ça a jamais été fait. Je suis remontée en faisant la môme crevette dans La Dame de chez Maxime, mise en scène par Alain Sachs. J'ai jamais fait cette Bonne pièce. adresse, Alain Sachs. Ouais, bonne adresse. Au C'est théâtre du lui qui avait Gymnase, que tu fait connais bien. Le bourgeois gentilhomme avec Jean-Marie Bégard. On salue Alain Sachs. Ouais, très fort. Tu te sens à ta vraie place au théâtre? Bah, c'est mon premier métier. Je fais ça depuis 20 Oui, mais ans. ça, on le sait pas, nous. Oui, mais je vous le dis. Donc, c'est mon. Oui, mais dis-le gentiment. Bah non. C'est mon premier métier. Donc non, c'est là où je me sens le plus heureuse, quoi. Le reste, c'est pour gagner de l'argent. Là, c'est ma passion. C'est là où je me sens vraiment épanouie, quoi. Vraiment. T'as même fait une pièce avec un connard. Avec un certain Benjamin. Ouais, Benjamin Baffy. Ouais. Belle petite merde. Tu étais bien entendu avec lui. Ouais, oui. Lui, il parle très bien de toi, en tout cas. Je l'aime beaucoup. Il est bon, en plus, cet enfoiré. Pourquoi t'as pas d'enfant? Je vais lui en coller 2. Je vais lui mettre son micro c'est vrai, ça, à l'intérieur de sa casquette. Parce que j'ai de l'endométriose. Comme une femme sur 10 en France. Ouais, exactement. Première cause d'infertilité en France. Tu veux le Donc montrer? c'est notamment à cause de ça que j'ai pas réussi à avoir d'enfant, moi. Alors que j'ai tout essayé. Le parcours de la combattante, hein, tu dis que tu as perdu 10 ans de ta vie en faisant des PMA. Ouais, j'ai fait Moi, un j'ai parcours. perdu 10 000 euros au PMU, j'en fais pas un livre. Tu fais chez personne. Je fais chez Alors qu'est-ce que je personne. viens saouler les gens avec ma petite affaire. Oui, j'ai fait un parcours PMA qui a été un échec. Et puis avant ça, j'ai fait des arrêts naturels de grossesse, une grossesse extra-utérine. Ça a été dur, très très dur. Et donc, tu as décidé de tourner un documentaire sur la non-parentalité, parce que c'est un peu un sujet tabou en France. Et cette question, pourquoi t'as pas d'enfant, en fait, c'est une agression terrible, quoi. Bah, ça réveille en fait, pour les femmes comme moi qui n'ont pas pu, ça réveille un parcours de souffrance, tu vois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je raconte pourquoi... Non, mais pardon de te couper, mais pas comme c'est tellement intrusif de dire pourquoi t'as pas d'enfant, Toi, quoi. tu trouves, t'es d'accord? Tu le fais, toi, ou pas? Par Non. exemple, dans les Non. dîners? Non, tu le fais pas? Non, quand une femme n'a pas Roman, tu le fais d'enfant, je vais demander par exemple à Roman pourquoi elle n'a pas d'enfant, si la question me taraude, mais je vais pas lui dire pourquoi t'as pas d'enfant. C'est une injonction à parler de sa sexualité, de son infertilité, de sa vie privée. De ouf. C'est hyper intrusif. Oui, Il y a pas si longtemps, on était à un dîner avec Laurent, et une femme a posé cette question à une autre femme, et devant l'absence de réponse, elle a insisté, tu vois, alors que c'est vraiment, et c'est ça là vous a mis mal à l'aise, vous? Très mal à l'aise, extrêmement mal à l'aise, et puis c'est et moi il en faut pour me mettre non mais c'est incroyablement grossier. Alors elle est pas malveillante cette question. Elle est maladroite. Là, c'était exactement. très maladroit. Voilà. Et puis alors donc encore une fois ça réveille les parcours pour et puis pour celles qui n'en ont jamais voulu, ça leur demande de justifier quoi. Alors, on va pas se justifier de pourquoi on n'a pas d'enfant. Il y a 12% de free child en France. 12% de femmes de child free qui ont décidé de ne pas en avoir. De ne pas avoir d'enfants. Et qui s'assument. Tu en interviews dans ton reportage. Tu as Marianne James, tu as Béatrice Dalle. Béatrice qu'on a reçue ici. Mireille Dumas. Dumas. Marie Patouillet, notre championne paralympique aussi. Mireille Dumas qui a été mère par procuration puisqu'elle a élevé le fils de Dominique. Exactement. Le fils de Dominique, elle en parle dans le docu et tout. Mais pour autant, elle m'explique qu'elle a jamais eu... Alors elle, c'est parce que chacune a un parcours. Elle a jamais voulu en plus être enceinte. Déjà il y a ça, porter un enfant, et elle a jamais senti le besoin de, comme elle dit, de se prolonger dans une petite personne. Elle le raconte comme ça. Mais ça reste quand même encore tabou. Il y a un côté un peu sorcière, c'est-à-dire que la femme qui a pas d'enfant, on se dit oh là là, elle est égoïste, elle est carriériste, elle va terminer un peu la vieille avec ses chats. Enfin, il y a un truc un peu bizarre. Un homme qui n'a pas voulu d'enfant ou qui n'a pas d'enfant, on accepte plus volontiers. On le félicite, on lui dit bravo, t'es passé entre les gouttes. Et parfois, on le félicite. En tout cas, ça raconte pas tout à fait la même chose d'ailleurs, alors c'est le même verbatim d'ailleurs. C'est marrant. Ils utilisent les mêmes mots pour expliquer leur parcours, mais c'est pas jugé de la même façon. D'ailleurs, il y en a un qu'on ne juge pas et l'autre qu'on juge. Donc, que les femmes aient des problèmes pour procréer ou pas, il y a toujours la société qui les culpabilise parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Elles sont pas dans la norme. Et quand on voit les discours présidentiels, tout président confondu, là, il y a Macron qui a un champ lexical guerrier. Il parle de réarmement démographique. Réarmement démographique. Oui. J'en parle dans le bouquin. Moi, c'est ça qui m'a fait bondir, en fait. Bon, moi, ce livre et ce documentaire, je les porte en moi depuis 10 ans. Tout le monde s'en foutait de ce sujet. Aucune prod n'en voulait, aucune chaîne n'en voulait. C'est un sujet de niche. Il y a même un mec qui m'a dit c'est un sujet de gonzesse. Un vieux producteur. Non, c'est pas vrai. Si. Non.
Mais enfin, je sais que c'est vrai, mais je dis, c'est pas tout est fou. Et donc du coup, ils ont eu du pif puisque c'est le plus gros carton des docs. C'est vraiment un très joli succès et peu importe, mais c'est un sujet de société qui intéresse évidemment tout le monde, les hommes et les femmes d'ailleurs. Mais je sais pas pourquoi je disais ça. La meuf vraiment perd le fil. Ah oui, non, tu parlais de Macron. Et effectivement, moi ce soir-là, j'étais devant ma télé. Je l'entends parler de réarmement démographique. Tu l'as très justement dit avec ce champ lexical patriarcal belliqueux. Moi, je me suis dit, ah ouais, donc en fait, moi, je suis la femelle défaillante, quoi. Celle qui participe pas à l'effort de la nation, voire à l'effort de guerre pour prolonger ta pensée. Le ventre, c'est une caserne, c'est une réserve à caserne. Exactement. Et qu'est-ce que c'est que ce type, comme dit Françoise Vergès d'ailleurs, cette grande politologue dans le livre et dans le documentaire, qu'est-ce que c'est que ces hommes qui se mêlent du ventre des femmes depuis la nuit des temps? Le mec n'a pas d'enfant. Mais dans ton documentaire, on voit Macron. Avant, il y a eu Sarko. Alors, la politique nataliste, elle est assez présente. Ça part de Gaulle, Pompidou. Oui, elle a toujours été présente en France, sauf que là, si tu veux, le président, en plus, on l'explique dans le livre aussi, via le témoignage d'Hervé Lebras, qui est démographe, c'est que il a même pas pris le temps de consulter les démographes français qui disent, c'est vrai qu'on fait un peu moins d'enfants, on en fait surtout différemment, un peu plus tard, puisque les femmes maintenant englobent dans leur vie leur carrière, etc. Et pas que ça, elles sont plus libres, etc. Donc le mec n'a même pas été consulté les démographes qui lui auraient dit, mais en fait, il n'y a pas de panique à avoir. Mais c'est quoi la panique? C'est la peur de ne pas avoir de génération future pour payer les retraites? Oui, notamment, bien sûr. C'est le problème des retraites. C'est pour ça qu'il veut des enfants. C'est ça. Ou c'est pour avoir des soldats, la chair à canon. C'est pas ça qu'il a pensé. Non, parce que honnêtement, la France fera pas une guerre comme ça. Il y aura pas besoin de chair à canon. Alors, non, mais dans son champ lexical, en fait, ça induit ça. Il y a un truc un peu étrange. Oui, il y a un maladroit aussi, encore une fois, pour le moins. Je pense que c'était économiquement qui cherchait le cette truc. Question mais même dérangeante et agressive. Pourquoi t'as pas d'enfant? Elle est suivie par d'autres injonctions. Pourquoi t'adoptes pas? Alors ça, pourquoi t'adoptes pas? Qu'est-ce qu'on me l'a posé ça? Mais qu'est-ce qu'on me l'a posé? Alors encore une fois, c'est pas méchant du tout. Mais alors là, moi je me dis, mais parce qu'on n'adopte pas, comme on achète un pack de lait, surtout en France, qu'en fait, déjà quand on se lance dans un parcours d'adoption, souvent ce sont des couples qui sont passés par un parcours PMA douloureux qui n'a pas fonctionné, qui a duré 10 ans, voilà. Moi j'ai des amis black qui ont fait des FIV, ils ont eu 5 enfants. Oui, donc ça a bien marché pour le coup. Jackson Five. Oh la vache, putain, merde. Et moi, tu vois, t'as vu comment je plonge tête baissée? Non, mais moi, je la cherchais. En prom dog. Je pouvais pas rester avec cette vanne. La vache, je cherchais cette vanne et je me disais non. Ah ouais, elle est piquante, celle-là. Je pouvais pas rester avec. Non, c'était trop pour toi. Elle était mal là. dormi, ouais, c'est ça. Ça va mieux? Oh là. Bah nous aussi, du coup. C'est bien que tu l'aies fait maintenant. Ouais, je suis d'accord. Pendant que je suis encore en forme. Sinon je t'aurais tabassé, je crois. Je me demandais pourquoi est-ce qu'ils précisaient qu'ils étaient black. Je me suis dit, déjà ça part mal. Ça parle de travail. En fait, c'était par rapport au chanteur. Ouais. Ah ouais, le mec explique en plus. C'est bien magique. Ok. En tout cas, comment rebondir après? Pourquoi t'adoptes pas? Ouais. C'est vrai ça, pourquoi t'adoptes pas? T'as mis combien d'années avant d'être armé pour savoir répondre à ça? Franchement, 8 ans. 8 ans. Je crois, vraiment. Là, ça fait depuis 2 ans à peu près que je décide de ne pas répondre, déjà parfois, ou que ça ne me reprovoque pas du chagrin, ou que je décide d'expliquer avec calme et courtoisie. Avant, soit j'étais très en colère, soit ça me faisait tout de suite pleurer. C'était l'un ou l'autre. Et puis, j'avais pas les armes et tout. Vous voulez me faire chialer? Ouais, c'est ça. Allez, vas-y. Non, alors là, tu peux y aller, mon petit. J'ai le cuir épais. Est-ce que tu as trouvé des phrases un peu rechercher pour expliquer aux gens que leur question est un peu intrusive, une phrase du genre tu te rends compte que cette question pourrait me blesser si j'avais des problèmes? C'est exactement ça que je réponds. Ah ouais? Ouais. Très didactique, tu sais, parce qu'en fait les gens sont pas méchants, c'est juste qu'en fait leur expliquer, mais d'ailleurs c'est l'objet du doc et du livre, en fait c'est pas du tout pour encourager les gens à ne plus avoir d'enfants, parce que j'entends des trucs sur les réseaux qui me disent ouais c'est la militante anti-enfant, pas du tout, t'as envie d'avoir des enfants, c'est super, c'est juste qu'on ait un dialogue tous ensemble pour qu'on se rende compte que parfois c'est un peu, voilà, c'est maladroit et ça peut blesser. Parce que c'est pas simple en fait, et surtout d'arrêter aussi de brûler sur le bûcher celles qui n'en veulent pas. Ça veut pas dire que ce sont des femmes acariâtres, qui sont. Dans les années 60, il y avait des micro-trottoirs
où on demandait aux gens, aux Français, ce qu'ils pensaient des femmes qui n'avaient pas d'enfants. Donc, c'est un autre monde. Hein. C'était il y a 50 ans. Et aujourd'hui, on serait encore capable d'obtenir les mêmes réponses. Ça n'a pas beaucoup évolué, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Je pense que peut-être dans des endroits peut-être un peu reculés, peut-être que c'est un peu condescendant ce que je dis, j'en sais rien. Mais il y a évidemment encore des gens très conservateurs. Et d'ailleurs, il y a un retour, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, de ce qu'on appelle les tradi-wives. Vous savez, des femmes traditionnelles, cette espèce de desperate housewife, tu sais, très à l'ancienne, genre j'ai 8 enfants, je mets des tabliers, je fais à manger pour mon mari, je fais du pain toute seule, tu vois, sans four bien sûr, quasi sans les électricités, je file la laine. Il y a une espèce de retour. Tu parles des Mormons là. Ouais, un peu, tu vois. Et en fait, ça vient des États-Unis. Mais les Mormons font des marmots. C'est une allitération. Voilà, exactement. Mais tu vois, ça vient des États-Unis et ça arrive un peu partout. Oui, ça y est, c'est en France. Mais comme la réponse masculiniste à cette troisième vague de féminisme qu'on est en train de vivre toutes et tous ensemble, en fait, il y a toujours des réponses comme ça un peu excessives. Et donc, oui, donc tu as raison, on aurait, pour une certaine partie de la population, probablement les mêmes réponses aujourd'hui. Et puis, dernier effet qui se coule, pourquoi t'as pas d'enfant, pourquoi t'adoptes pas? Dernier effet qui se coule, c'est la petite phrase, mais t'as pas peur de finir toute seule? Oh la vache, ouais. Alors, pour être très honnête avec toi, c'est quand même une question qui me taraude un tout petit peu moins, mais encore un peu. Je me dis, bon, quand même, tu vois, la question de la transmission, c'est réglé. Grâce à Mireille Dumas, grâce à toutes les meufs que j'ai rencontrées, qui m'ont dit, mais tu sais quoi, vas-y, arrête, en fait, tu peux ne rien transmettre, en fait, c'est cool. Déjà, occupe-toi de ta vie, t'auras déjà fort à faire. Mais le truc de la solitude, ça, c'est personnel, mais voilà, ça, c'est encore un peu une angoisse. Et je me dis, mais qui va venir me voir à l'EHPAD? Alors, j'aurais peut-être même pas assez d'oseille pour être dans un EHPAD. Alors, tu crois que Roman viendra? Il est très gentil, Roman. Tu viendras me laver ou pas? C'est peut-être possible, mais je serais peut-être à l'EHPAD avant toi, quand même. Écoute, je suis plus vieux. Prenons un EHPAD commun. Oui. Comme ça, on est la porte un peu à côté. Tu viendrais. Et tu vois, on fera du macramé ensemble. Mais ça, tu vois, c'est des trucs ça pique encore un peu. Ouais. Mais alors qu'en fait, Mireille Dumas m'a dit un truc hyper simple. Elle m'a dit, mais en fait, on fait pas des enfants pour qu'ils viennent nous visiter à l'EHPAD. En fait, il y a des tas de parents seuls. Les gosses viennent pas les voir. Enfin, c'est le grand drame d'ailleurs de notre monde, notamment occidental, tu vois, de notre culture, quoi. Donc, mais voilà, c'est un petit dans le fond de ma tête, un peu. Peut-être qu'avec le temps, ça passera. Et les femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants, parce que c'est pas leur truc, parce que voilà, elles se font traiter d'égoïstes. Ouais. Vachement. Ça peut être aussi très égoïste que de faire des enfants bien sûr. Quand on leur propose pas un cadre super cool, tu vois. Exactement. Mais l'inversion de la question, elle est intéressante. Pourquoi on pose pas de la question aux enfants? Pourquoi on pose pas la question aux parents? Pourquoi vous faites des enfants? Et c'est là où tu as complètement raison. Parfois, c'est aussi pour de mauvaises raisons. C'est vrai que cette question, elle culpabilise. Moi, quand mes enfants étaient petits, je leur disais, pourquoi t'as pas d'enfants? Et ils pleuraient. Au bout de 5-6 fois, ils pleuraient. Le daron. Hyper chelou. Donc, ton documentaire est formidable. Le livre, c'est un peu l'écho du documentaire. Alors, si tu veux, dans le livre, c'est exclusivement des femmes qui n'en ont pas voulu. Parce qu'en fait, si tu veux, on va pas se mentir quand même. Child free. On va pas se mentir, les femmes, les childless, dont je fais partie, qui n'ont pas pu avoir d'enfants, on bénéficie quand même un peu d'une certaine compassion. Ah, elle a tout tenté, la pauvre, elle n'a pas réussi. Tu vois, il y a celles qui ont décidé de ne jamais en avoir. Alors là, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, les sorcières et tout. Oui, mais t'es quand même obligé de l'expliquer, en permanence. En permanence. De justifier de ta vie. Non, mais moi, si, j'en voulais, mais j'ai pas pu en avoir. Ah, et là, t'as un petit peu de pitié qui revient. C'est là où t'es sûr que t'as tout tenté quand même. Alors, t'as complètement raison, parce que souvent, tout essayé. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que ça, on m'a souvent dit, mais attends, t'as vraiment tout tenté. T'as tout essayé vraiment? Ouais. Mais t'es là, genre, toi, t'es là, tu t'es bourré d'hormones, t'as fait je sais pas combien d'arrêts naturels de grossesse. Je me souviens, m'avait dit ça après ma grossesse extra-utérine, que je souhaite cette expérience à personne, c'est horrible. Donc, pour réexpliquer, donc c'est une grossesse qui débute dans les trompes, donc évidemment qui ne peut pas être viable fatalement.
Ah bon, d'accord. Tu sais, il y a vraiment, mais t'as vraiment tout tenté. Mais ta gueule, en fait, t'imagines même pas l'état. Mais celle, encore une fois, c'est pour ça que dans le bouquin, je n'ai mis à l'honneur que des femmes qui n'en ont jamais voulu, parce que c'est l'ultime parole libre. Ce sont des affranchies, les grandes Amazones, qu'on a tendance à brûler un peu au bûcher, et qui là, nous expliquent avec beaucoup d'ailleurs de calme. Et les arguments sont très bons. Et les arguments sont merveilleux, mais d'ailleurs, il n'y a même pas à se dire s'ils sont bons ou pas. Ils existent. Le meilleur argument, c'est parce que j'ai pas envie. Voilà. Et en fait, j'ai pas de compte à vous rendre. Et je suis une vraie femme. Et ça donne des clés aussi, tu vois, à des jeunes femmes ou des jeunes hommes, parce que c'est aussi pour les hommes, pour les déculpabiliser s'ils n'ont pas envie d'avoir des enfants. En fait, tout va bien. Et il faut pas non plus avoir trop d'enfants. Moi, j'en ai 4. C'est un peu trop, je trouve. J'en ai 4 et j'ai décidé de ne plus en avoir. Donc, j'ai fait une... vasectomie ? J'ai fait une vasectomie. Alors, c'est réversible, tu sais. Non, mais moi, comme je suis angoissé, j'en fais une par an. C'est quoi, putain. Et ma femme s'est fait ligaturer les trompes 2 fois par un ami veto. Voilà. Oh, et c'est un cap qu'on garde, quoi. Ah ouais, il est toujours très en forme. Hein. Ouais. On pensait qu'avec le temps, il perdrait de son mordant, pas du tout. Et il est de pire en pire. C'est pire. Ouais. Oui, donc voilà, une femme qui n'a pas d'enfant, pour beaucoup encore, c'est pas une vraie femme. Ah oui. Ah bah elle n'a pas fait son devoir. Hein. Et comme on est encore dans une société judéo-chrétienne, très hétéronormée, il y a comme une grande sacralisation de la femme qui a des enfants, voire de la femme enceinte. Et d'ailleurs, tout va bien. C'est vrai que c'est très beau de voir une femme enceinte dans les magazines. Mais on a peu mis de femmes en couverture de magazines qui disent, comme moi, j'ai pas d'enfant, je peux faire la couve ou pas ? Je caricature, mais vous voyez ce que je veux dire. De non-parents, il faudrait créer un journal qui s'appelle Non-parents. Non-parents, nudipare, tu vois. Mais il y a un truc comme ça, mais... Et alors en même temps, là, moi je vois depuis la sortie du doc et du bouquin, il s'est passé un truc très beau, par exemple. Moi, j'ai des... Tu vois, je dirais comment c'est pas des moments qui ravivent la douleur. Souvent, c'était la fête des mères. T'es là, comme une conne, là, on est tous sur nos téléphones comme des bouffons, et tu vois plein de stories sur la fête des mères et tout. Ah, moi, putain, les gens se rendent pas compte. Moi, ça me rendait hyper triste, en fait. Je dis, moi, j'ai pas de gosse et tout. Ou les rentrées scolaires. Ou Noël, etc. Enfin bon, c'est des trucs... Ça fait 30 ans que je fais les mêmes blagues à Jean-Marie Bigard. Jour de la fête des mères. Vas-y. Je dis, Jean-Marie, t'as pensé à appeler Oh merde. Elle est morte, ça. Ça te fait rire. Bah, c'est pas mal. Ça te fait rire. Donc, non, mais c'est drôle. Et donc, du coup, là, pour la première fois, tu vois, j'ai eu vachement de messages sur les réseaux où j'ai été mentionnée dans des médias qui disent, voilà, bonne fête des mères et tout, super. Mais n'oublions pas aussi nos camarades qui n'en ont pas ou qui n'ont pas pu. Je me dis, ok, c'est cool, tu vois, j'ai réussi ça, c'est chouette. Je suis super fière. Je t'offrirai un collier en ravioli. Merci, Romain. Et un cendrier en rotin. C'est pas possible, un collier en ravioli, tu connais rien. Moi, je le fais en ravioli. En rigatoni. En rigatoni, il faut être spécifiquement faut être précis. Ce serait pas mal de faire une fête des non-mamans. Ouais, par exemple. Non, mais tu vois, il y a un truc un peu gaulerie. Ouais, mais en tout cas, là, je trouve que les lignes bougent quand même. Puis même, je trouve que c'est hyper touchant. Je me fais vachement arrêter dans la rue par des hommes, moi, qui me disent... Parce que dans le documentaire... bah alors, déjà, et là, je peux te dire que comme ils ont vu le doc, je leur fais un prix. Parce que je trouve que quand même c'est la moindre des choses. Moi, ce qui m'a plu dans le doc et dans le livre, c'est pour les gens qui seraient restés sur une image de toi un peu fofolle, grande gueule et un peu chroniqueuse. Là, il y a une vraie dimension. C'est une femme qui parle de son problème, d'un vrai problème. Je trouve que tu fais bouger les lignes, tu fais avancer la cause et bravo. Merci, je dis pas que ça m'a bluffé parce que je te connais un peu, mais j'étais content et fier de toi. Que les gens me voient comme ça aussi. Que t'aies fait un bon travail. J'ai bien bossé. Je pense qu'il y a des gens qui vont réfléchir à 2 fois avant de dire pourquoi t'as pas d'enfant. D'ailleurs, pourquoi t'as pas d'enfant 200 fois. Blanc, c'est bien un peu de silence, tu sais. Non, et l'endométriose, ça devait pas être une grande cause nationale sous Macron. Ça devait. Ouais, c'est ça. Hein, ça devait. On en a pas oui, parlé. Sous Sarkozy, il avait dit qu'il n'y aurait plus un seul SDF dehors. Ouais, voilà. Bah, il a quand même. Il a très peu. Il a fait 2-3 trucs, tu vois, mais c'est pas lui vraiment. En fait, celles qui se bougent sur l'endométriose, c'est les associations de patientes dont je fais partie, tu vois. Mais c'est le cas pour beaucoup de concernant les femmes, tu vois, beaucoup de choses concernant les femmes. Mais là, pour le coup, ils avaient promis énormément d'oseille pour la recherche. On a eu un chèque un peu moindre. Écoute, au moins, il a pas rien fait parce que quand même, tu vois. Non, mais tu me dis, ça a été un peu de récup politique. Il y a 10% des femmes qui sont touchées.
Je t'assure que s'il y avait une maladie chez les hommes qui touchait 10% des hommes, on trouverait très très vite une solution. C'est ce que je dis depuis le début. On trouverait des une maladie, vous avez mal au cou, 20 jours par mois. Oui, non, mais là, et vous qui a parlé? C'est toi qui raconte ma vie? Non, mais c'est vrai que si on... Roman, faut qu'on Qui l'a dit? Qui a vendu la mèche? Tu vas fermer ta grande gueule. Mais c'est sûr qu'on aurait trouvé la solution. Et dis-moi, t'arrives à vivre avec ce deuil parental ou tu te bats aussi contre cette idée? Parce que tu n'as pas à être en deuil, en fait. Alors, certaines seront pas d'accord avec moi, ou certains. Moi, j'ai quand même fait le deuil. Ça a été un deuil. Alors, je sais pas si c'est le bon mot. Je suis peut-être pas assez intelligente pour, je sais pas, mais en tout cas, moi, ça m'a aidé avec mon psy de mettre ce mot-là pour mettre un terme à l'obsession, tu vois, de la parentalité. Parfois, c'est de plus en plus rare. J'ai des petits moments de chagrin. Mais avant, j'en avais tout le temps. C'est-à-dire que je jalousais la moindre poussette. Quand mes copines étaient enceintes, je rentrais chez moi, j'étais en larmes. Quand je prenais leurs enfants dans les bras, c'était dur. Il y a eu des moments où c'était vraiment, vraiment très, très difficile. Aujourd'hui, ça m'arrive de moins en moins. Mais tu vois, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, c'est pas du tout le bon terme, mais je suis même un peu émue d'en parler. Mais tu vois, je sais pas, je suis très émue d'un coup, là. Non, t'inquiète. Pourquoi t'as pas d'enfant? Allez vous faire foutre. Hier, c'est marrant, je sais pas pourquoi. T'as pensé à adopter? Ouais, pourquoi t'as pas adopté? T'es sûr que t'as tout tenté? Et alors? Et quand tu seras vieille et seule. Allez, les deux gredins. Et pourquoi t'es pas allé en Espagne? Tu vois, merci de me faire rire. Et hier, j'ai vu un enfant dans la rue, dans une petite... Et en fait, j'ai eu un tout petit point, et c'est passé, j'ai respiré et tout. Mais, tu vois, un enfant, en fait, une petite fille, je trouvais qu'elle me... Mon narcissique, le truc, je trouvais qu'elle me ressemblait. Et en fait, l'idée qui m'a traversé la tête, c'est, putain, si j'avais eu une fille, elle aurait peut-être ressemblé un peu à ça, tu vois. Et puis après, l'idée, elle passe. Hier, j'aime bien parler de moi. Hier, j'étais dans l'avion, il y avait un père avec sa petite fille, mais c'était un petit bout de chou et tout. Et quand on a quitté l'avion, je lui ai dit, monsieur, votre fille, elle est très très belle. Alors que j'ai des enfants, je n'ai pas ce deuil parental. Ouais, mais ça t'a touché. Mais c'est toujours beau, c'est toujours magnifique, donc. Oui, c'est beau. On peut toujours célébrer la beauté des enfants. Je crois, mais donc voilà, et c'est deux. Mais je lui ai dit, parce que je peux pas m'empêcher de faire une vanne. Vas-y. Je lui ai dit combien vous en voulez. Oh, putain, il m'a dit je pense qu'on lui fera une petite sœur. Je fais non, combien vous en voulez le prix. Le prix, le tarot de la gosse. J'ai dit je vous en propose 50 000 et c'est marré. Elle va être trop mignonne. Mais je pense qu'en fait, mais en même temps, ce que tu dis, c'est au lieu d'en faire une obsession, c'est juste d'accepter de se dire qu'en fait, on peut s'émouvoir pour un enfant, point. Parce que c'est juste trop mignon, quoi. T'arrives, toi, avec des amis, à câliner les bouts de chou, à jouer avec eux sans avoir une crise de larmes qui monte ou... Maintenant, oui, mais pendant longtemps, c'était impossible. Je faisais semblant, tu vois. C'est-à-dire que je jouais 5 minutes avec le gosse, je prenais dans mes bras, putain, je rentrais chez moi, je pleurais dans les bras de mon mec, c'était insupportable. Quand le gosse, il chiait dans sa couche, tu n'étais pas contente de ne pas en avoir? Si. Si, un peu. Non, tu sais ce qui est cool? J'ai rencontré une asso qui m'a aidé dans mon parcours changer les couches, qui m'a fait changer les couches, m'a fait sentir la merde des enfants. Et non, en fait, on fait un espèce de truc genre qu'est-ce qui est cool quand t'as pas d'enfants. Donc genre tu peux partir en vacances hors scolaire, t'as pas les enfants qui gueulent dans le train, etc. On se fait des espèces de petites annexes comme ça qui peuvent paraître légères, mais qui en fait sont des petites clés de réparation pour le petit cœur qui a mal. Et les couches pleines de merde en font partie. Elle n'a pas d'enfant, mais elle a ses chats, Brigitte et Bruno. C'est pour combler un vide que tu leur donnes des noms d'humains? Absolument, j'assume complètement. On est complètement sur un truc psychiatrique. Comble de c'est un mot? Comble de l'ironie. Oh. Sainte Enora dans le calendrier, c'est la sainte des femmes enceintes. C'est ouf ou pas cette histoire? Je l'ai su il y a pas longtemps. La nana existait, c'est une sainte bretonne. Elle était avec un mec là, Joseph de Saint-Efflamme, et la nana était la sainte patronne des femmes enceintes et des nourrices. Alors qu'elle n'a pas eu d'enfant. Alors qu'elle pouvait pas avoir d'enfant. Oh là. Ah oui, donc ton prénom? Non mais j'étais prédestinée. C'est quand même fou, non? C'est une poisse en fait ce bazar. Parce que même Marie, t'appelles Marie, même t'as le droit à un gosse. Ouais. Même sans baiser. C'est compris dans le prénom. Et Nora, non? Et ben moi, boum, tout de suite la douloureuse. S'ils avaient su, mes parents, putain, ils m'auraient appelé, je sais pas, Martine. Mais c'est fou quand même, non? Ils sont cons comme des manches. Non, mais c'est troublant. Alors après, on va parler de hasard et tout, c'est troublant. Mais non, mais c'est vrai que cela dit, quand je l'ai découvert, cette anecdote pour le documentaire, je me suis dit, c'est fou quoi. Bref. Il t'aurait dû t'appeler Martine, t'aurais pu aller à la plage, t'aurais pu aller à la campagne. J'aurais eu une vie.
J'aurais fait tout ça. Ah oui, c'est par rapport aux albums de Martine que tu as dit ça. C'est bien parce que tu es toujours aussi vif. Oui, j'avais compris, ça allait bien d'ailleurs. Il y avait Martine à la ferme aussi. Oui. Martine chez les Jésuites, elle a été partout, Martine. Mais bien sûr, Martine à Cap d'Agde. Alors Martine à je vous le recommande. Ça te fait plus de bien à toi d'avoir fait ce reportage et ce livre que ça va en faire aux autres? Moi, je l'ai d'abord fait pour moi. Ouais. C'est toujours, il y a un aspect thérapeutique. Est-ce que tu as des retours maintenant? Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est... Tu pars de l'intime pour aller à l'universel quand tu fais du documentaire, tu le sais. Et moi, c'est évidemment une quête personnelle pour économiser des séances de psy, j'en avais marre. J'ai terminé le tournage et j'ai terminé le bouquin. J'ai eu vraiment l'impression d'avoir déposé enfin mes valoches un peu trop lourdes. Et là, le retour que j'ai des gens, des femmes et aussi des hommes, il est fou. Je me dis, tu vois, j'aurais fait 2-3 trucs pas trop merdiques dans ma vie. Parce que j'ai fait beaucoup de conneries. Hein. J'en ai dit beaucoup, j'en ai fait beaucoup. Ah ouais? La pire? Bah ça dépend professionnellement. Choisis. Oh putain, professionnellement, on a le choix. Hein. Bah professionnellement, j'ai fait beaucoup de mauvais choix, mais en même temps qui constituent probablement ce que je suis aussi. Tu vois, on parlait de Coé, ça n'a pas été quand même un choix hyper judicieux de ma part. Non, ça s'appelle une carrière. Oui, non, mais voilà, mais c'est pour ça que c'est pas très grave. Faut bosser, quoi. C'est pas hyper grave, faut bouffer un moment, mais des trucs que tu referais pas tellement, tu vois. Et personnellement, oui, bah forcément, à un moment des mauvaises rencontres, tu vois, amicales ou sentimentales, bah tu connais l'histoire. Roman. Putain, Roman. Ouais. Qu'est-ce que tu m'as fait? T'as été un bel enfoiré, quand même. Et pourtant, il a des questions pour toi. J'ai plein de questions. Alors, outre celle-là qu'on m'a posée de nombreuses fois à ton sujet, non, mais alors, les questions des auditeurs, à ton sujet, c'était beaucoup sur la période Hanouna, et on en a déjà parlé. Ouais. Oui. Non, mais on en a déjà parlé. Dans le sujet. Et je le montre. Merci. Putain, c'est Marie-Ange Nardi. Hein. Et autour de ce sujet, j'ai plutôt reçu, parce j'ai expliqué qu'on te recevait pour ce truc-là, j'ai plutôt reçu des témoignages que des questions. C'est-à-dire que des femmes qui souffrent d'endométriose, comme toi, qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Soit qui ont pu, mais comme ta mère sans doute, genre miracle, genre miracle. T'as vu la gueule du miracle. Non, mais plus personne n'y croyait, etc. Et ça s'est pas fait tout simplement, etc. J'ai eu des remarques intéressantes sur les process, les FIV, la PMA qui progressent quand même vachement. Donc, a priori... Jackson. A priori, du podcast, là, de il y a maintenant des cliniques qui prennent en plus en compte les problèmes d'endométriose dans la démarche. Et puis, des gens qui parlaient surtout de leur processus d'adoption. Donc, on n'avait pas fini là-dessus. Pourquoi tu n'adoptes pas? Non, mais t'as dit... parce que c'est long. C'est hyper long. Et en fait, ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est que tu sors, par exemple, de 10 ans de parcours PMA qui a foiré. Mais moi, je défie quiconque d'avoir... Moi, c'est pas été mon cas, tu vois, d'avoir encore les épaules pour te lancer dans un processus d'adoption qui peut être jalonné de déceptions, d'échecs, qui peut, surtout en France, c'est vraiment une tannée. Après un parcours du combattant, t'as pas envie de te remettre dans un autre parcours du combattant. Exactement. T'imagines, alors celles et ceux qui s'y engouffrent, mais je leur dis, mais bravo, moi c'est très personnel, déjà j'ai pensé que c'était pas mon histoire, pour des raisons personnelles, et deuxièmement... Parce que tu n'aimes pas les étrangers. Alors, il y a un peu de... Putain le mec. Ouais, t'imagines. Non mais parce que je crois que comme j'ai été enceinte, il y a un truc de... Je sais pas. Je n'ai pas été encore au bout de la thérapie. Mais moi, surtout, je me sentais pas... J'étais tellement malheureuse et tout. Je me sentais pas qu'on m'appelle un jour en disant, finalement, non. Enfin, tu vois. Alors, le témoignage que j'ai eu qui était vraiment assez bouleversant, je te l'enverrai. Ouais, elle me raconte qu'elle fait ce process avec son mari. Ouais. Qu'ils ont des coups de fil. On vous a trouvé un enfant. Ah ben non, finalement, c'est pas possible parce que, je sais pas, pour plein de raisons. Et que pendant le process, donc, ils se séparent parce que c'est trop dur à vivre en tant que couple. Je crois que c'est un couple sur 3, je crois, qui périclite. Le couple explose et là, d'un coup, elle dit, moi, je vais quand même adopter. Et on lui dit, non. Non, parce qu'elle est seule. Bah oui. Donc non, vous n'adopterez pas, donc vous n'aurez pas d'enfant. J'ai une copine, elle a fait un bébé toute seule. Donc, la meuf de Goldman. Ouais. Tu crois que je t'ai pas vu? Je crois qu'on t'a pas vu venir là. Bon, celle-là, elle était balisée. Classico, hein. Elle était balisée. Donc en plus que ce soit très long, c'est très dur. Tu t'en sors pas. Non, puis il faut être solide. Puis t'imagines, donc un couple par exemple,
donc ils ont galéré, etc. Et là, on leur redemande avec une assistante sociale, tout le bazar, de remontrer patte blanche, de redire, vous êtes sûr que vous serez des bons parents? Putain. Je trouve que tout est hyper dur, hyper violent, donc il y en a qui y parviennent, et c'est merveilleux, mais il faut être sacrément costaud, quoi. Après, c'est quand même rassurant qu'il y ait des garanties, Bien sûr, que l'adoption, tu vois, il faut faire gaffe quand même, tu vois, de donner... Ah bah de confier un enfant, mais bien sûr, mais je veux dire c'est en tout cas pas léger comme démarche. Donc quand on dit pourquoi t'as pas d'enfant, mais en fait rien, mais parce que c'est pas comme ça en claquant des doigts, parce que pour les raisons que t'as évoquées, il faut suivre une certaine comment dirais-je procédure qui est nécessaire, et puis parce que c'est dur, c'est long, les gens se rendent pas compte. La procédure en France, elle est quand même extrêmement longue. Elle pourrait durer moins longtemps en étant plus. Il y a une grande réforme à faire là-dessus. Ouais, alors que par TMU, tu passes par TMU. En 48 heures, je crois, il livre un truc comme ça. Moins, mais. Mais il faut rajouter les 10 euros pour l'abonnement. Tu choisis la couleur. Non, mais. L'âge. La forme. Tout le monde n'est pas égal là-dessus. Je dis, Brad Pitt et Angelina Jolie, ils n'ont pas entendu 5 ans pour chaque enfant qu'ils ont adopté, tu vois. Tu m'étonnes. Ils ont passé un coup de fil. Tu ne serais pas en train de pousser un coup de gueule et en train de dénoncer il n'est pas en train une sorte d'inégalité, là. Il y a une sorte d'inégalité Roman, dans l'accession aux enfants, tout à fait. Et il n'y a pas un côté tant pis pour la suite dans ta démarche? Eh ben, on recevra pas Brad Pitt. Alors qu'on a le même. Alors vous avez le même attaché de presse. On a le même. Exactement. Nos mères, on a le gynéco. On a quasiment la même carrière. Et maintenant, jouons. Oula, merde. Putain. T'es prête? Oui. Quiz enfants. Oui. Combien d'enfants, toi, ferme bien? Moi, attends, je veux jouer. Attends, vas-y. Combien d'enfants a adopté Joséphine Baker? 12. Bravo. Wow. Pas tout ça. Si, c'est ça. C'est ça? Ouais. Ah bon? Ouais. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. 12. Non, je t'assure. C'est pas ça. Je t'assure que c'est 12. C'est combien? 12. C'est pas 12. Ok, je te montre. Vas-y, pose la prochaine question. Vas-y. Combien d'enfants a adopté Joséphine Baker? 12. Ok. Voilà. Je suis incroyable. Tu te fais pas assez confiance. Combien d'enfants a eu Eddie Murphy? 12. Une seule réponse. Attends. La mer Noire. Lui, ça doit être quoi? Attends, j'avais vu son doc sur Netflix. 6? Un truc comme ça. Non, pas du tout? 10. 10, ah putain. Combien d'enfants a eu Catherine de Médicis? Oh la vache. Attends. Non. Catherine de Médicis. 3, non? C'est pas... Non, plus. Putain, je suis beaucoup plus conservative. Je suis une grosse brêle. Elle pouvait pas avoir d'enfant. C'était avec quel roi déjà? Je sais plus. Louis, non pas Louis. Attends, Henri... mais c'est la daronne du fou là, lui, Catherine de Médicis. Gilles de Rais, non? Hein? Pas du fou, non. On mélange mais tout. non, tu sais, celui qui a terminé Saint-Gloss. Oh putain, je suis et le Toubi va dire non, essayez la levrette. Ça faisait des années. Elle allait être répudiée. Elle allait être répudiée. Et il a dit non, mais il a dit au roi, essayez la levrette et tout. Elle a fait 10 gosses. 10 gosses. Hop là, ça part. C'est la femme de François Ier, non? Combien d'enfants? C'est pas la mère de François Ier? Non, c'est pas la mère. Mais non, c'est la mère de Henri. Je suis nul en histoire. Combien d'enfants? Non, Charles Machin. Pardon. Passons, j'ai l'air d'une buse, vas-y. Combien d'enfants a eu la femme la plus féconde au monde? Ah la vache, putain. 30? 69. Non, arrête. C'était une Russe. Mais comment tu peux faire 69 enfants? 16 fois des Gémeaux, 7 fois des triplés, 4 fois des quadruplés. Valentina Vassilievsva, paysanne russe. La vache. Quel âge avait la maman la plus vieille au monde? 75. 72, pas mal. Adriana et Iliescu. Combien pesait le bébé le plus prématuré au monde? 200 grammes. Bravo, 284 grammes. Oh là là, quel enfer, pauvre petit chou. Il est vivant, hein? Ouais. Il est vivant. Combien il est là, il est avec nous ce soir. Combien pesait le bébé le plus lourd au monde? Attends, allez, 7 kilos, un truc comme ça. 12 kilos. C'était en 1955 en Italie. La péridurale n'existait pas. Et le bébé pesait 10 kilos d'eau. Ouais, c'est ça. Mon Dieu, ok. Bah écoute, un beau bébé, c'est un beau bébé. Ah bah non, là, ouais, force à cette femme puissante. Ok. Quel est le record de grossesse multiple chez une femme? 10. Nonuplé? J'en sais rien. 57. Mais comment ça? De grossesse, pas en une seule fois? Si. Mais le record de grossesse multiple, 57 enfants. 57
enfants. Donc, combien ont survécu? Combien de grossesses? Non. Non. La mer Noire. Ouais, ok. 57. Ouais. Très bien. C'est le record. Ouais, très bien. Non, je déconne, c'est 10. Ah oui. C'est 57. Je voulais vous faire fabriquer des images. Mais c'est ça. Là, oui, donc 10. Mais elle a eu combien? Elle a eu 10 grossesses multiples. Non, elle a eu 10 enfants une fois. Ah, hein? Bon, allez. Ok, mon Dieu. Il était bien le quiz. Ouais. Maintenant, Très en rapport avec mon sujet. maintenant, je vais te faire chanter. Oh merde. Allez. Quand j'arrête, c'est le mot maman. D'accord? Putain, mec, tout est relou. Il faut que tu chantes. Tout est pénible. T'es prête? Vas-y. Allô? Maman, bobo. Voilà, t'as Ok. un point. Non, mais Et on voilà, compte les c'est aussi points. simple que Ouais, ça. c'est aussi simple que Et ça. voilà. Oh putain. C'est bien parce qu'après, il va falloir une petite séance de psy. Juste après. 1. Le mot d'après, c'est maman? Tout le jour? Oui. Mais alors. Non, ça doit être un jeu de mots à la con. Non, Encore une c'est- sonorité. Non, c'est les paroles d'une chanson. Maman a tort. Bravo. 2, voilà. Oh putain, Waouh, c'est waouh, ouais, mais attends, le waouh, numéro. faut que la ref monte. Oh, Ok. Bravo. Écoute. Vas-y. Écoute, maman est près de toi. Après, l'imitation très gênante que je viens de faire. Waouh, je viens de m'en rendre compte. La meuf très à l'aise. Ouais, j'ai d'un coup. envie Non, d'en mais- avoir plus. Moi, j'ai envie que tu fasses toute la chanson. Ouais, moi j'aime bien, Tu vois vas-y. Ah non. C'est tes années de radio qui reviennent. Maman est près de toi. Non, du début. C'est bien. Écoute, maman est près de toi. Électrocuté. Ouah, très très mauvaise Alors, actrice. on est dans les imitations. Il faut On a chacun Ah, la vas-y, nôtre. chacun imite un truc. Toi, c'est Régis Laspalès. Oh merde. Moi c'est Mike Brandt, c'est pas mieux. Hein. Oh non, mais toi tu vas rien faire, tu vas sauter. Si, non? Vas-y. Vas-y. Bon, vous voulez aller à Pau? Dans la gare de Pau? C'est pas mal. C'est très gênant. C'est extrêmement gênant. On On dirait qu'il est 4 du et qu'on a un peu forcé C'est ça. sur la jaja. C'est ça. On Et le toi, refera vas-y, tout à Mike l'heure. Brandt. Attention en bas. T'es con. Allez, bien. Vas-y. Si. Maman si. Bon, maman si. C'est pas du tout le même gars. C'est moi qui imite que. Elle fait France Gall. Jeu de France. Mais c'était Mais en Claude ensemble. Hein. François. T'imagines? Vas-y. C'est aujourd'hui dimanche. Dimanche, viens. Tiens, Ma jolie maman. voici des Fleurs blanches. roses blanches. Ouais. Toi qui les... T'es pas là. Un truc comme ça. Ok. Maman est en haut. Papa est en bas. qui Non, fait mais elle du fait chocolat. quoi? Oui, Ah d'accord. oui, maman mais... est en haut, elle fait du lolo. Et non. Pas du tout. Elle fait quoi? Elle fait des crêpes? Elle fait Non. du gâteau. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des gâteaux. Il est là. Il est là, papa. Il est là, papa. Ouais, mais du lolo, c'était bien aussi. J'ai l'impression qu'il y a un moment où il y a du lolo dans cette chanson. Ok. Maman. Maman, maman. Bah ouais. Alors là, les gars, je sais pas, aucune idée. Vas-y, tu sais, Roman? C'est Louane. Ah, trop jeune. Ah ouais. Trop jeune pour moi. Je connais pas. Tu connais l'émission? Laquelle? Celle-ci. Mais qui êtes-vous? C'est en fait Pourquoi t'as dans pas mon salon. Oui, je la connais. Comment on termine? Parler, tu préfères. Ah, Tu putain, mais tu préfères. préfères là? Et maintenant, on a un jingle. Oh, merde. Tu préfères. Non, fais-le propre. Bah non, je vais le faire. Vas-y, Fais-le fais-le propre. propre. Va prendre une Vas-y. douche, fais-le C'est propre. les tu préfères. Tu vois, ça c'est très gênant Voilà. aussi. Ça c'est extrêmement gênant. Alors, fais-le façon Claude François. Alors même, Oh, écoute, ce sont les tu préfères. on sait pas trop. Alors, c'est la Ce gars. peste ou le choléra. Hein. Ouais, je me doute Il bien. faut répondre. Mais j'avais vu Chichi qui avait fait Chicandier. Vas-y. Tu préfères ne jamais avoir d'enfant ou avoir des quintuplés à 50 ans? Ah non, jamais avoir d'enfant, je t'en supplie. Ah non, car tu plais à 50 ans. Ah non, oh là là. Ah, déjà là, je me voûte, je me sens... Non, pas du tout possible. Et Nora, à voûter. Oh putain. Tu préfères adopter un enfant qui n'a pas de bras et pas de jambes ou adopter un enfant qui a 4 bras et 4 jambes? Oh, putain, Laurent. Un enfant qui a 4 bras et 4 jambes. C'est quoi l'avantage, la valeur ajoutée? Ben écoute, je pense qu'il peut faire plus de choses, il peut, ouais, à l'ordinateur, il court plus vite, enfin, tu vois, il y aura... C'est une araignée en fait, voilà, 4 bras et 4 jambes. Tu préfères dans ton ventre avoir une portée de 8 labradors ou de 5 loutres? 5 loutres. C'est mignon. Je les pense que loutres, c'est hein. plus facile à accoucher. Ça Tu glisse. vois, ça Oh, le glisse petit mieux. labrador, ils sont comme ça. Hein. Ouais, mais c'est plus concave.
Et lui, c'est convexe. Ah, c'est le cousin, d'accord. Ok. Tu préfères tourner au cinéma le rôle d'une femme qui accouche d'un extraterrestre ou le rôle d'une déséquilibrée qui tue des nouveau-nés dans une maternité? On va quand même prendre l'extraterrestre. On va quand même pas aller très loin sur la deuxième propale. Ouais, mais là, attends, imagine les effets spéciaux. Ah, là, c'est Alien, là. Ouais, mais quand même, c'est un peu rude. Il y a pas mal de films où les femmes accouchent d'un extraterrestre. Oui, et c'est toujours horrible. Je peux prendre ça. C'est jamais beau. Tu préfères Ravi t'appeler qu'on t'appelle Aménoré Malaga ou Blénora maltraité? Je t'ai fait chier à les écrire, c'est donc on rigole. Aménora Malaga, il y a quelque chose de très joli. Aménoré Malaga. Malaga, il y a l'Espagne qui arrive tout de suite en bouche, si je puis me permettre, et c'est pas désagréable. Tu préfères Ravi ne plus fréquenter que des femmes enceintes ou que des hommes impuissants? Je préfère fréquenter des femmes enceintes. Ah oui. Oh, l'homme impuissant, il est fou. Il est gris. Il y a trop de prénoms qui se sont Ouais, possible. Tu préfères que ton documentaire console 10 000 femmes malheureuses de ne pas avoir eu d'enfant ou qu'il permette à une seule femme d'avoir un enfant? Ah bah non, qui console 10 000 personnes qui n'ont pas pu avoir des enfants et qui n'en veulent pas. Je pense que ça va être beaucoup plus que 10 000. Bravo, Enora. Merci Laurent. Merci. Merci Enora. Claude-François. Merci les amis. Merci beaucoup les mecs. Trop sympa. Elle a pas tout essayé, de toute façon. T'es sûr que t'as tout essayé? Ouais. T'es allé en Espagne. Non, pourquoi tu vois, t'es pas allé en Espagne. Ben voilà, t'as pas tout essayé. T'as pas peur de finir tout seul? C'est tout. Personne viendra à l'EHPAD.